beaucoup de l'invitation d'abord. Merci d'être ici nombreux. Alors, je vais donc vous parler d'inégalité, mais vous allez sans doute être un peu frustré à 2 heures parce que je pense que je vais apporter plus de questions que de réponses, en fait, dans ma présentation. Et je pense que ce sont des questions qu'il faut poser. Alors, première question, pourquoi les inégalités de revenus sont-elles devenues un sujet de discussion si important depuis quelques années, avec Occupy Wall Street, par exemple, qui s'est répandu un peu partout, et avec des appels basés, je pense, sur les inégalités de revenus, des appels donc à l'augmentation importante du salaire minimum un peu partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada et ailleurs, et etc., etc. Alors, il y a plein de faits d'actualité qu'on peut relier, je pense, aux inégalités de revenus dans la société. Alors, pourquoi c'est devenu un sujet de débat important? Alors, je vous propose 3 raisons. La première, c'est que on a eu une crise économique et financière en 2007-2009, et puis beaucoup de gens relient en partie la crise économique et financière à ce qui est arrivé dans le domaine de la finance et particulièrement ce qu'on appelle en anglais du greed, c'est-à-dire l'espèce de volonté d'être de plus en plus riche, d'avoir de plus en plus d'argent. Donc, beaucoup de gens blâment, en fait, pas cette avarice, mais cette volonté d'en avoir de plus en plus pour la crise qu'on a connue et de laquelle on se sort assez péniblement aujourd'hui. Aussi, depuis 15-20 ans, il y a moins de croissance économique. Quand il y a 3, 4, 5 de croissance économique par année dans la plupart des pays, bien, la tarte est en train de grossir de plus en plus. Et puis, que les parts soient plus ou moins égales, ça touche peut-être moins les gens. Mais quand la tarte ou la pizza reste à vrai de la même taille, les gens ont l'impression que la seule façon d'en avoir plus, c'est d'en prendre à quelqu'un d'autre. Et que s'il y a quelqu'un qui est plus riche, c'est parce qu'il y a quelqu'un de plus pauvre dans la société. Une troisième raison, je pense qu'il y a une perception assez répandue qui est juste ou pas, on va en discuter, d'une augmentation des inégalités de revenus dans la société depuis 20 ou 30 ans. Alors, qu'en est-il de ça? Alors, je vais vous faire une réponse de Facebook. Vous avez déjà vu les statuts Facebook, là, en couple ou célibataire, puis il y a un statut qui est « It's complicated ». Je ne me souviens pas comment on dit ça en français. C'est compliqué, j'imagine. Bien, c'est compliqué, les inégalités de revenus. En passant, vous ferez tous partie un jour, probablement, du 1 des revenus les plus élevés si on pense à la Terre. En fait, actuellement, si vous gagnez 32 500 $ US par année et plus, vous faites partie du 1 terrestre. Alors, tout de suite en partant, là, vous voyez un peu là, que je vais vouloir faire beaucoup de comparaisons quand on va parler d'inégalité. OK. Alors, le plan de match est en gros ici, mais je pense, aborder tout de suite chacun des items. Je peux rendre ma présentation de toute façon disponible. Alors, je vais vous parler, entre autres, de la mesure des inégalités et de la mesure de la pauvreté. Je vais vous parler des raisons derrière les inégalités de revenus et des inégalités de richesse. En fait, il y a des raisons autant économiques que sociales derrière ça. Et puis, je vais vous parler des effets des politiques publiques sur les inégalités. En fait, dans certains cas, ça peut créer une réduction des inégalités, mais il y a beaucoup de politiques publiques qui causent une augmentation, en fait, des inégalités de revenus dans la société. Et puis, je vais conclure en vous parlant d'opportunités de mobilité sociale et de pauvreté. OK. Alors, premier élément, je pense qu'il faut poser tout de suite, c'est que les revenus dans la société, ce n'est pas un jeu à somme nulle. Alors, un jeu à somme nulle, c'est une situation où on a, par exemple, on met chacun des pièces de monnaie sur la table, et puis on fait un jeu, et puis suite au résultat du jeu, bien, on va se répartir les pièces sur la table. Et puis, il y en a qui en auront plus de pièces, puis il y en a qui en auront moins. Ça, c'est un jeu à somme nulle. C'est un jeu dans lequel le nombre de pièces est fixe, puis tout ce qu'on peut faire, c'est changer la répartition des pièces. En fait, les revenus, il faut les créer. En fait, s'il y a des revenus dans la société, c'est parce qu'il y a des gens qui ont produit des choses dans la société. Ultimement, la valeur de tous les revenus dans un pays, c'est la valeur de la production d'un pays. Ça, c'est une grande leçon
macroéconomiques que vous avez peut-être vu dans un cours ici. Alors, si notre tarte grossit, si notre PIB devient plus grand, bien, il y a au total plus de revenus. Et donc, il n'est pas nécessaire d'en enlever à certains pour en donner à d'autres pour s'assurer qu'il y en a qui aient plus de revenus. En fait, il est possible que les revenus de tout le monde augmentent. Alors, à titre d'exemple, vous avez ici les tout derniers chiffres des Nations unies sur la réduction de la pauvreté dans le monde. Alors, ici, on parle d'extrême pauvreté. On la redéfinit à peu près pratiquement chaque année. On a commencé il y a plusieurs années en disant 1,25 US par jour et moins, c'est l'extrême pauvreté. On est rendu, en ajustant pour le coût de la vie, on est rendu à 1,90 US par jour. Et puis, on avait à peu près 2 milliards de personnes qui étaient en situation d'extrême pauvreté en 1990. Et puis, on est rendu à 700 millions en 2015. C'est une approximation. On va avoir les chiffres probablement dans 2 ans à peu près, les chiffres réels. Et puis, vous avez la proportion ici, les petits points orange. Là. On était 37 de la population mondiale. On est rendu à 9,6 de la population mondiale en extrême pauvreté. Si on mesurait les gens qui gagnent moins de 3 $ par jour, on arrive au même résultat. Moins de 5 $ par jour, on arrive au même résultat. En fait, le nombre de pauvres augmente, puis ça ne se fait pas en réduisant le nombre de riches. En fait, c'est parce que les revenus dans le monde augmentent. Et donc, ce n'est pas un jeu à somme nulle. Maintenant, allons directement au vif du sujet à propos des inégalités. Alors, quand on parle d'inégalités, puis on dit que les inégalités sont en train d'augmenter, bien, encore faudrait-il les mesurer. Alors, comment on mesure les inégalités? Alors, qu'est-ce qu'on devrait prendre? Est-ce qu'on devrait prendre les inégalités ou les écarts entre les niveaux de revenus entre les gens, entre les niveaux de consommation, entre les niveaux de richesse? Alors, peut-être quelques définitions ici. Un revenu, c'est une variable par période de temps. C'est ce qu'on appelle en économie une variable de flux. Donc, c'est un montant que vous recevez à chaque année sous la forme de salaire, de bourse, de rente, etc. La richesse, c'est une variable de stock, c'est une variable instantanée. Ça représente la différence entre la valeur de ce que les gens possèdent et ce qu'ils doivent. Donc, les actifs moins les passifs. Il peut y avoir un lien entre les deux, mais le lien peut être assez ténu. Par exemple, quelqu'un qui commence à travailler va en général avoir une richesse de 0. La richesse étant les actifs que la personne a accumulés moins ses dettes. En fait, une personne qui commence à travailler en général une richesse négative parce qu'elle a, je ne sais pas, 60 000 $ de dettes étudiantes et puis 100 $ à la banque. Okay? Les actifs, 100 $, la dette, 60 000 $, bien, richesse, moins 59 900. Okay? Le revenu, c'est autre chose. Le revenu, c'est le salaire, entre autres, et puis les rentes et le reste. Alors, de façon générale, selon qu'on mesure les écarts de richesse, selon qu'on mesure les écarts de revenus, selon qu'on mesure les écarts de consommation, on va arriver à des résultats extrêmement différents. La consommation, c'est les dépenses que les gens font en cours d'année, par exemple. Alors, tiens, laissez-moi juste vous donner un petit exemple. Vous, comme étudiant à temps plein, vous avez un revenu très faible. Un prêt du gouvernement, ça n'entre pas dans vos revenus. Okay? Un prêt, c'est comme une épargne négative. Ce n'est pas un revenu, ça. Alors, beaucoup d'entre vous avez sans doute des dépenses de consommation plus élevées que votre revenu. À l'inverse, quelqu'un qui a 50 ans et qui est en train de penser à la retraite a sans doute des dépenses de consommation pas mal en dessous du revenu. Et on fait quoi avec la différence, à votre avis? Le revenu est là, puis la consommation est là. On l'économise, exactement. On l'épargne pour la retraite, justement. Alors, on va en général constater que la consommation, elle est plus répartie entre les gens de façon égale que le revenu. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont dans des périodes de leur vie où ils n'ont pas beaucoup de revenus parce qu'ils étudient, par exemple, ou encore parce qu'ils ont pris leur retraite. Et puis, quand on est en train de dépenser l'argent qu'on a mis à la banque au cours de sa vie active et qu'on est à la retraite, bien, notre revenu est très faible, notre consommation est plus élevée. Alors, qu'est-ce qu'on devrait examiner? Est-ce que c'est la consommation qu'on devrait examiner ou est-ce que c'est le revenu qu'on devrait examiner quand on parle d'écart ou d'inégalité entre les gens? Ensuite, est-ce que c'est la richesse qu'on devrait examiner? Bien, la richesse,
il est tout à fait normal qu'elle soit très inégalitaire dans la société, juste pour des considérations mathématiques. Alors, par exemple, prenons 50 personnes qui ont le même revenu, le même pattern de revenu au cours de toute leur vie. Ces gens-là, par exemple, jusqu'à l'âge de 23 ans, n'ont pas d'actifs, donc pas de richesse. Et puis, à partir de l'âge de 23 ans, ils vont sur le marché du travail, puis ils épargnent, par exemple, 5 000 par année chacun, qui s'accumulent à la banque, et puis à 65 ans, ils prennent leur retraite. Alors, est-ce que, à votre avis, si on a une personne qui a 23 ans, une personne qui a 24, une personne qui a 25, etc., on va jusqu'à 68 ans, par exemple, est-ce que ces personnes ont toutes la même richesse? Ils ont toutes un âge différent, là. Ceux qui ont 63, 64, 65, à votre avis, ils ont plus ou moins de richesse que ceux qui ont 25 ans? Plus. Ils l'ont accumulé au cours de leur vie. OK? Alors, par exemple, il y a 20 ans, mon père avait une richesse beaucoup plus grande que la mienne, parce qu'il avait 65 ans. Et il était sur le bord de prendre sa retraite. Moi, il y a 20 ans, bien, j'avais commencé à accumuler des fonds seulement. Alors, même si les gens ont le même pattern de revenus, puis je ne suis pas en train de vous dire qu'ils ont le même pattern de revenus, là, mais même si les gens ont le même pattern de revenus, s'ils n'ont pas le même âge, on s'attendrait à ce qu'il y ait des écarts importants en termes d'inégalité de richesse entre les gens. Okay? Bien évidemment, ça va être exacerbé par le fait qu'il n'y a probablement pas le même pattern de revenus pour tout le monde au cours de la vie. Donc, on peut très bien être riche en ayant un revenu élevé, mais on peut être riche en ayant un revenu faible, puis on peut avoir un revenu élevé puis pas être riche tout ça en même temps. C'est pas la même chose. La richesse, c'est les actifs qu'on a accumulés. Tiens, mon petit frère, par exemple, est médecin, spécialiste, puis il me racontait que dans sa spécialité en orthopédie, il y a beaucoup de médecins qui devraient peut-être prendre leur retraite à 60 ans parce que c'est très physique, l'orthopédie, puis ils n'apprennent pas parce qu'ils n'ont jamais accumulé d'argent. Ils ont un bon revenu à chaque année, puis donc ils n'en mettent jamais de côté. Alors, on va avoir des médecins qui gagnent 300 400 000 par année, puis ils ne sont pas des riches dans la société. Okay? Donc, ça, tout de suite, c'est un problème de vocabulaire, là. On va souvent confondre richesse et revenus. Ce n'est pas la même chose pour un économiste. Alors, qu'est-ce qu'on devrait prendre comme mesure des inégalités entre les gens? Est-ce que c'est la consommation qui est plus stable? Est-ce que c'est le revenu qui est moins stable? Est-ce que c'est la richesse qui est encore moins stable, qui est encore plus inégalitaire? Bien là, bonne question. Je ne sais pas... qu'est-ce qu'on devrait prendre comme mesure. Mais une chose est certaine, dès qu'on fait un choix de prendre, par exemple, la richesse comme mesure des inégalités, il faut être conscient qu'il y a des problèmes avec cette mesure-là, avec cette donnée-là qu'on utilise par rapport à d'autres données. Je vous dirais que les économistes, en général, privilégient plutôt la consommation comme mesure des inégalités, tout simplement parce que les gens, dans différentes phases de leur vie, peuvent avoir des revenus très variables. Et puis, la consommation, elle, va plutôt être basée sur une sorte de moyenne, si on veut, des revenus d'une même personne au cours des années. Ensuite, quand on prend les revenus, qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend les revenus bruts? Est-ce qu'on prend les revenus, donc, avant taxes et transferts? Les taxes, c'est ce qu'on verse au gouvernement. Les transferts, c'est ce que le gouvernement nous redonne. Ou est-ce qu'on prend les revenus nets une fois que le gouvernement nous a imposés et puis en plus que le gouvernement nous a redonné de l'argent? Bien, quand on mesure les inégalités de revenus en tenant compte du système fiscal, bien, les inégalités sont beaucoup plus faibles. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme données? Encore là, moi, je vous dirais que les revenus après que le gouvernement soit passé, c'est des revenus qui sont meilleurs en termes d'une mesure des inégalités dans la société. Mais ce n'est pas toujours fait comme ça. Hein? Très souvent, dans les études, on prend les revenus bruts des gens. Ensuite, quand on mesure les écarts de revenus, est-ce qu'on mesure les écarts de revenus entre les personnes, les individus, ou entre les ménages? Tout de suite ici, je peux tout de suite peut-être vous montrer pourquoi ça peut être assez important, puis pourquoi il y a des écarts qui peuvent augmenter sans que ce soit le capitalisme qui soit responsable. Alors, si on prend les écarts de revenus entre les personnes, en fait, c'est beaucoup plus stable dans le temps depuis 20 ans que les écarts de revenus entre les ménages. Alors, pourquoi? Une des raisons, puis je vais revenir un peu plus en détail là-dessus tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le assortative mating. Il faudrait que je...
faudrait que je trouve un terme français pour ça, ça doit exister, j'imagine. C'est le fait que quand on regarde les couples, on se rend compte qu'ils proviennent très, très souvent de milieux socio-économiques semblables. Il y a eu des changements très, très, très importants au cours des années qui font que quand on mesure les écarts de revenus par ménage, on devrait avoir un portrait différent de celui qu'on voyait il y a 30 ans, 40 ans ou 50 ans. C'est un titre d'exemple. Qui un médecin, parce qu'un médecin, il y a 60 ans, c'était un homme, là, qui un médecin mariait-il il y a 60 ans? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée là-dessus? Souvent une infirmière, effectivement. Puis même, à l'époque de ma belle-mère ou de ma mère, on disait souvent aux jeunes femmes, va étudier en médecine, tu vas rencontrer un médecin. Pas médecine, va étudier en nursing, tu vas rencontrer un médecin. Qui un médecin marie-t-il maintenant, plutôt, à votre avis? Un autre médecin. Et c'est comme ça d'une façon très générale. Les profs d'université sont très, très, très souvent mariés entre profs d'université. Les gens dans le Upper East Side de New York, qui est un quartier très, très, très huppé, ils vont marier des gens du Upper East Side aussi. Ils ne marieront pas des gens du Bronx. Donc, ils vont marier des gens avec des patterns de revenus semblables aux leurs. Et puis ça, bien, automatiquement, ça a un impact extrêmement important sur les inégalités de revenus parce que vous avez des couples formés de 2 personnes à bas revenus, puis d'autres couples formés de 2 personnes à haut revenus. Okay? Et puis ça, il y a un changement important, entre autres par l'arrivée massive des femmes dans le marché du travail, dans des niveaux de direction puis des niveaux de revenus beaucoup plus élevés qu'avant. Alors, ma femme était présente dans le marché du travail à 60 ans, mais beaucoup plus souvent dans des postes subalternes. Ce n'est plus le cas maintenant. D'ailleurs, je disais à mes étudiants à HEC, les étudiants de bac qui arrivent, là, je leur dis souvent, les gars, habituez-vous parce que votre patron, ça va être une patronne probablement. Surtout si vous étudiez pas plus fort que ça. Mais en général, les filles ont des meilleures notes au début du bac, en tout cas. Là. Ensuite, si les âges dans la population changent, puis vous savez qu'en Occident, la population vieillit, bien, ça peut avoir un impact aussi sur la distribution, sur les inégalités de revenus ou de richesse ou autres. Sur les inégalités de revenus, beaucoup, parce que plus il y a de gens qui arrivent à la retraite, par exemple, plus on a des gens qui sont dans le maximum au niveau de leurs revenus et au niveau de leur richesse. Je veux vous dire un petit mot sur la pauvreté aussi, parce que on va se demander si on devrait focusser sur les inégalités ou plutôt sur la pauvreté. Ça va être une question que je vais soulever surtout vers la fin. Mais la pauvreté, on la mesure comment? Alors, il n'y a pas de mesure officielle de la pauvreté au Canada. On a une mesure de faible revenu au Canada. Aux États-Unis, on a une mesure officielle de pauvreté. Aux États-Unis, la mesure officielle de pauvreté, c'est une mesure absolue. C'est-à-dire, on se demande combien une personne seule ou un couple, ou une famille avec des enfants, tant d'enfants, etc. Puis c'est par région métropolitaine aussi. Alors, combien ces personnes-là devraient gagner pour être capables de, A, se nourrir convenablement, 2, se loger, 3, se vêtir, etc. Donc, ça, c'est quelque chose d'absolu. On se demande combien ça prend pour être capable d'avoir les choses de base. Puis ces choses de base comprennent le câble aussi, ou l'Internet, etc. Dans beaucoup de pays du monde, on mesure plutôt, et c'est le cas plutôt au Canada, quand on parle de seuil de faible revenu, on mesure la pauvreté d'une façon relative. C'est-à-dire, on se demande combien y a-t-il de personnes qui ont moins que X % du revenu médian dans la population. Cette façon de mesurer la pauvreté, elle va sembler plus naturelle à beaucoup de personnes. Mes amis sociologues, par exemple, vont plutôt défendre ça en disant que la pauvreté, c'est un truc relatif. Quelqu'un qui est pauvre aujourd'hui aurait été riche il y a 100 ans peut-être, mais c'est un pauvre aujourd'hui parce que c'est par rapport aux autres qu'on mesure ça. Cette seconde façon de mesurer la pauvreté de façon relative, mais ça veut aussi dire que si les revenus de chacun dans la population baissaient de 25 % il n'y aurait pas d'augmentation de pauvreté. Parce que tout le monde garde sa position relative. Okay? Donc, c'est problématique. Un autre point important au niveau de la mesure de la pauvreté, c'est qu'on mesure combien ça coûte pour acheter un panier de biens ou on mesure notre position par rapport à l'ensemble de la population.
Mais on ne se demande pas ce qui est arrivé en termes de possibilités de consommation au cours des années. Alors, par exemple, vous avez à peu près tous ça, un smartphone. OK, bien, il y a plus de computing power là-dedans là, que dans les ordinateurs qu'il y avait sur la première navette spatiale américaine. Il y a plus de possibilités de faire plein de choses en fait, c'était à peu près impossible il y a 50 ans d'avoir ce qu'il y a sur votre téléphone, là, même en dépensant des millions de dollars. C'est pas compliqué. Et pour beaucoup d'économistes, en fait, quand on parle de pauvreté, on devrait regarder les possibilités de consommation, puis on devrait regarder les possibilités d'acquérir toutes sortes de choses, et puis c'est pas mesuré ça, dans les indices de pauvreté. Alors, il y a des problèmes de ce côté-là aussi. Alors, une petite conclusion préliminaire. C'est très compliqué de mesurer les écarts, les inégalités dans la population. On peut le faire par les écarts ou les inégalités de revenus, de richesse, de consommation. Puis encore là, même quand on regarde les écarts de revenus, bien, on mesure quoi? Le revenu après impôt, le revenu horaire. Par exemple, l'OCDE recense 8 façons de mesurer les revenus des gens qui permettent de mesurer les écarts de revenus. Le salaire horaire. Par exemple, quelqu'un qui gagne 15 $ de l'heure, qui travaille 32 heures par semaine, ça va évidemment avoir un revenu plus faible globalement que quelqu'un qui travaille 40 heures par semaine à un salaire plus élevé, par exemple. Mais il y a une partie de l'écart qui n'est pas le salaire, une partie qui est le nombre d'heures de travail ou l'effort de travail, si on veut. Alors, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Et en plus de ça, on devrait se demander, je pense, est-ce que c'est les inégalités sur lesquelles on devrait focuser ou est-ce que ce n'est pas plutôt la pauvreté? Est-ce qu'on ne devrait pas viser plutôt à éliminer le plus possible la pauvreté dans notre société? Comment on mesure cette pauvreté même? Alors, donc, il y a des défis extrêmement, extrêmement importants juste dans la mesure des choses. Et d'ailleurs, il est à peu près impossible de comparer les données internationales d'écart de revenus ou d'inégalité de revenus d'une façon rigoureuse, tout simplement parce qu'il n'y a aucun pays où on mesure les choses de la même façon. Okay? Par exemple, je vais vous donner juste un petit exemple. Aux États-Unis, si vous êtes sur l'aide sociale, une partie du revenu que vous recevez, c'est sous la forme de food stamps. Des food stamps, c'est des coupons de nourriture. Okay? Vous avez, mettons, 300 $ par mois. Puis cet argent-là, vous ne pouvez pas l'utiliser pour aller au cinéma. Là, vous devez l'utiliser pour acheter de la nourriture, absolument. C'est jamais calculé dans le revenu, ça. C'est pas un revenu, là. Ce qu'on calcule aux États-Unis comme un revenu, c'est le cash que vous avez. Or, si on additionnait la valeur des food stamps aux revenus des plus pauvres aux États-Unis, on verrait que les écarts de revenus sont plus faibles que ce que l'on mesure en réalité. On n'a pas des food stamps ici, nous autres. Alors, on n'a pas ce problème-là. Alors, parce qu'on n'a pas les mêmes systèmes de transfert, parce qu'on n'a pas les mêmes façons de mesurer les revenus dans les différents pays, bien, on va arriver avec des différences qui rendent les comparaisons extrêmement, extrêmement compliquées. OK. Alors, d'où viennent les écarts de revenus entre les gens? Si on veut focusser non pas sur la richesse, mais sur le revenu. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments différents et qu'on peut relier certains au capitalisme, mais certains autres à plein d'autres facteurs. Le premier, c'est la relation entre le revenu et l'effort. Alors, laissez-moi faire une petite expérience avec vous. Je le fais avec mes étudiants à HEC quand je donne un cours qui s'appelle « Problèmes économiques et taxation ». Alors, on s'intéresse beaucoup, beaucoup aux effets de la taxation sur le comportement des gens. Et puis, avant de commencer la partie sur la taxation, je fais une proposition malhonnête, en fait, aux étudiants, parce que ce n'est pas une vraie proposition, là. Dans le fond, je pense qu'ils s'en doutent là, que ce n'est pas une vraie proposition, mais quand même, ils entrent dans le jeu. Alors, voici la proposition que je fais à mes étudiants. Je leur dis, on va, si vous le voulez, changer l'évaluation cette session dans le cours, en pleine session, ce qui n'est pas tellement entre nous coachers, là, parce que quand on a commencé avec une évaluation, puis on est rendu, mettons, la 6e semaine de cours, ça serait un peu chiant de dire « changeons l'évaluation ». Mais à quoi je le propose? Alors, voici ce que je propose aux étudiants. Alors, tous ceux qui vont vous accumuler des points dans les examens, puis des quiz, puis des travaux, puis des choses comme ça en cours de session. Alors, tous ceux qui auront beaucoup de points à la fin de la session, vous allez en donner à ceux qui en ont moins. Donc, plutôt qu'avoir des notes de A+ à E,
Bien, finalement, il n'y aura pas de note au-dessus de B+. Tous ceux qui ont au-dessus de B+, là, vous allez donner une partie de vos points aux autres. Et puis, tous ceux qui avaient des notes très, très faibles, vous allez en recevoir, ce qui fait que, normalement, on s'attendrait à ce que les notes aillent d'à peu près C à B+. Donc, on va réduire les écarts de notes dans la classe. Puis, je demande aux étudiants, qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec ça? Tiens, si on vous le proposait à vous autres, êtes-vous d'accord avec ça? En fait, la première fois que je l'ai fait, ça m'a vraiment étonné parce que je pensais qu'il y aurait de la variabilité un peu dans la classe. Je pensais qu'il y aurait probablement pas mal de gens qui ne seraient pas contents, mais je pensais qu'il y a des gens dans la classe qui diraient oui, oui, moi j'aime ça, je suis d'accord avec ça. Mais en fait, à chaque fois que je l'ai essayé, j'ai eu une unanimité dans la classe. Les gens étaient contre ça. Puis je pense que j'ai vu des faces dans la classe, là, j'ai l'impression que pas mal de gens ne seraient pas d'accord avec ça. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme problème à une redistribution des notes dans la classe? Qu'est-ce qui arriverait? Ah, bien, pas mal. Est-ce que vous trouvez ça juste, équitable? Non, pas vraiment. Pourquoi c'est pas équitable? Oui? OK. En fait, on peut présumer qu'il y a un rapport entre le résultat et, c'est peut-être pas entièrement, comme vous l'avez bien mentionné, là, il y a un certain rapport, certainement, une certaine corrélation entre le résultat, le nombre de points, et puis l'effort. Il doit avoir. Maintenant, il y a peut-être d'autres facteurs qui jouent. Peut-être que ça pourrait permettre de nuancer un peu les choses. Et puis, je vous dirais que ça ressort de façon très importante entre les gens quand je leur pose la question. Là. Ils disent que ce n'est pas juste parce que moi, je travaille très, très fort. À votre avis, est-ce que ça aura un impact, le fait de redistribuer les notes de cette façon-là entre les gens? Ceux qui visaient un A+, à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pardon? Bien, alors, là, vous avez fait un saut tout de suite, leur argent, mais c'est plus leur note. Là. Mais il y a un lien quand même ici. Là. Il y a un lien quand même assez évident. En fait, on s'attendrait à ce que l'effort moyen des étudiants de la classe diminue. De la part des gens qui visaient tout juste un D dans le cours, ce qui est la note la plus basse avant un échec, là, bien, eux autres, ils vont se dire « Wow, j'ai même plus besoin de travailler autant parce que je ne pourrais pas avoir d'échec de toute façon dans le cours. » Et puis, de la part des gens qui auraient visé un A+ ou un A, bien, eux autres vont dire « Je vais réduire, je vais lever la pédale un peu, le pied sur la pédale parce que bien, ça ne donne rien de toute façon. Je vais être pénalisé, en fait. On va m'enlever, moi, plus de points. » Et puis, on s'attendrait à ce que la note moyenne diminue. Et puis, si la note moyenne diminue, bien, on s'attendrait à ce que la moyenne de la classe, ça ne soit peut-être pas B-, mais ça soit peut-être C. Il y a une limite à redistribuer des points qui sont inexistants. Là. Si la moyenne baisse beaucoup, la note moyenne devrait baisser aussi dans la classe. En fait, c'est probablement ce qui se passe quand on redistribue des revenus. Et puis, alors, il y a sans aucun doute, mais ça me permet de tout de suite faire un lien sur un facteur extrêmement important. Il y a sans doute un lien pas mal important entre le résultat dans un cours en termes de notes et l'effort, de la même façon qu'il y a probablement un lien assez fort entre les revenus des gens dans la population et l'effort. En fait, quand on regarde les gens qui sont dans le quintile supérieur, on constate, donc le quintile supérieur, c'est le 1/5 de la population qui a les revenus les plus élevés. Mais quand on regarde le nombre d'heures travaillées par ces gens-là versus le nombre d'heures travaillées en moyenne par les gens dans le quintile inférieur, il y a toute une différence. C'est juste un petit exemple. C'est anecdotique, mais ça vaut la peine, je pense, quand même de le mentionner. J'ai suivi d'assez près Occupy New York, ou Occupy Wall Street et tout le reste. Puis je me souviens, entre autres, d'avoir suivi ce qui arrivait à Toronto, où il y avait un mouvement Occupy assez fort avec des gens qui campaient dans le centre-ville. Et puis, je me souviens qu'un reporter avait suivi un groupe de Occupy Toronto qui avait décidé d'aller s'installer devant les entrées des plus grands buildings où il y a les head offices.
On appelle ça pas les maisons mères. Sièges sociaux, merci beaucoup. Où il y a les sièges sociaux des plus grosses compagnies financières, entre autres canadiennes, mais pas juste financières, mais donc assurance et autres, là, mais aussi, il y a moins de pétrolières à Toronto, mais plein d'autres compagnies sont installées à Toronto. Et puis, ils avaient décidé un matin, puis un journaliste les avait suivis, ils avaient décidé, tiens, levons-nous très tôt, et puis allons nous braquer devant l'entrée de ces buildings-là à 7 heures le matin, et puis on va intercepter comme ça les PDG des grosses compagnies, ceux qui font des millions chaque année, et puis on va les mettre dans l'embarras comme ça. Et puis, ils ont essayé à plusieurs reprises, puis ils n'ont pas réussi. Et puis, la raison est toute simple, c'est qu'à 7 heures le matin, ça fait longtemps que le PDG est déjà à son bureau. Okay? Il aurait fallu qu'il se lève beaucoup, beaucoup plus tôt. Puis je pourrais vous dire que le directeur d'HEC, Michel Patry, quand j'arrive à 7 heures le matin, parce que j'ai un cours à 8h30, puis je regardais mes notes avant, bien, son auto est dans son stationnement tout le temps. Et puis, il repart très souvent le soir. En fait, le nombre d'heures travaillées par les hauts revenus est en général pas mal plus élevé que celui travaillé par les plus faibles revenus. Alors, est-ce que c'est injuste qu'il y ait une égalité de revenus entre quelqu'un qui travaille plus d'heures et quelqu'un qui travaille moins d'heures, par exemple? Peut-être un autre exemple du même type. Vous faites un jardin, puis vous décidez que vous allez travailler beaucoup, beaucoup d'heures à cultiver votre jardin. Donc, vous faites un grand jardin. Est-ce que ce serait correct qu'on vous prenne une partie de vos légumes à la fin de l'été pour donner des légumes à ceux qui ont fait un plus petit jardin, par exemple, parce qu'ils veulent travailler moins d'heures? Encore là, on peut au moins soulever la question au sujet de la justice ou de l'injustice reliée aux inégalités dans la société. Ensuite, un deuxième point. Donc, il y a un lien entre l'effort et les résultats. Il y a aussi un lien entre les choix que les gens font et les résultats. Vous allez faire des choix au cours peut-être maintenant, au cours des prochaines années. En quoi allez-vous étudier à l'université si vous continuez à l'université? Allez-vous étudier en comptabilité ou allez-vous étudier en anthropologie? Puis ici, je ne suis pas en train de dévaloriser les anthropologues, là, mais ce choix-là, c'est un choix qui va avoir un impact majeur sur votre revenu à long terme. Okay? Il n'y a aucun doute là-dessus. Les comptables ont un pattern de revenus plus élevé que les anthropologues et que les sociologues aussi, malheureusement. Les sociologues, en général, ont un pattern de revenus plus faible. C'est un choix qui peut être fait, il n'y a pas de problème. Mes enfants, mon fils, par exemple, il vient de prendre sa retraite à l'âge de 28 ans. Il était premier danseur pour l'American Repertory Ballet, la plus grosse compagnie de ballet aux États-Unis. Pas aux États-Unis, qu'est-ce que c'est là? La plus grosse compagnie de ballet au New Jersey. Et puis, j'enseigne l'économie de la culture à HEC. C'est moi le prof de ça, là. Et puis, les artistes avec le pattern de revenus durant leur carrière, les revenus les plus faibles au cours de la carrière, et de loin, c'est les danseurs. Et de loin, 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 loin. Okay? Le danseur typique au Canada qui travaille à temps plein, il gagne quelque chose comme 18 000 par année. Okay? C'est pire que vous êtes en art plastique, c'est pire. Les musiciens gagnent beaucoup plus, etc., etc. Bien là, ce choix-là, il y a un impact. Là. On peut décider qu'on poursuit sa passion, mais il faut comprendre que ce choix-là, il a un impact aussi. Il ne faut pas chialer après d'avoir des revenus plus faibles si on sait déjà que les revenus sont plus faibles dans ce domaine-là. Ensuite, moi, personnellement, faire de la comptabilité, j'ai pris 2 cours de comptabilité à l'université parce que quand j'ai fait mon bac en économie mathématique, on était obligé de prendre 2 cours de comptabilité. Là. J'ai haï ça. Et puis, je pense que ça aurait été une grande punition pour moi. Là. Ça aurait été comme un purgatoire de faire de la comptabilité à temps plein. D'ailleurs, je ne fais même pas mes rapports d'impôt moi-même. Les gens qui font des choses qu'ils aiment un peu moins, des jobs plus sales, des jobs plus dangereuses, bien, on s'attendrait à ce qu'ils soient plus payés peut-être aussi que des gens qui font leur passion, tout simplement. Là. Il doit y avoir un lien entre les deux. Ensuite, il y a d'autres choix aussi. Vous allez à l'université ou vous n'allez pas à l'université. Alors, c'est sûr que le fait d'avoir un diplôme universitaire, ça va avoir un impact majeur sur vos revenus à vie. Et, autrement dit, ce n'est pas juste là, le capitalisme produit des inégalités, là, mais des choix personnels produisent des inégalités déjà au départ. Ensuite, décrocher ou pas. Et ça, c'est un choix qu'on fait souvent peut-être jeune, et trop jeune peut-être pour en mesurer la portée.
Mais le fait de décrocher, bien, ça a un impact majeur aussi sur le pattern de revenus à vie. Vous allez être cantonné dans des emplois pas tellement payants au cours de votre vie. Et parmi les autres choix, il y a la préférence intertemporelle aussi, ce que les économistes appellent la préférence intertemporelle. Alors, ça, c'est comment valorisez-vous le présent versus le futur? Alors ici, je ne pense pas faire d'erreur en présumant que vous accordez tous une certaine importance au futur. Sinon, vous ne seriez pas ici. Si vous n'accordiez qu'une importance au présent, bien, vous auriez décroché depuis un bout de temps, et puis vous auriez plus de revenus, vous auriez plus de fun avec vos amis peut-être, mais si vous accordez plus d'importance au futur, bien là, vous commencez à investir aussi pour le futur. Et quand vous faites ça, bien, ça crée des inégalités de revenus dans la population. Pourquoi? Bien, parce que vous faites des sacrifices en ayant des revenus faibles pendant votre cégep, pendant votre bac, peut-être pendant votre maîtrise après ça, donc des années de revenus faibles, puis ça va être compensé par des revenus plus élevés par la suite. Est-ce que c'est injuste, ça? C'est un investissement. C'est exactement ce que tout le monde fait quand on fait un investissement. On fait un sacrifice à court terme pour avoir quelque chose à plus long terme. D'ailleurs, quand je vois quelqu'un qui tient un squeegee sur le bord à une intersection à Montréal, ma première réflexion, c'est voici quelqu'un qui manifeste une préférence intertemporelle marquée pour le présent. Okay. Parce que je suis un économiste, on est un peu bizarre, c'est pour ça. OK. Maintenant, je vais revenir sur la mondialisation. L'assortative mating, donc le fait que les gens se marient entre eux. Alors, il y a des études vraiment intéressantes qui ont été faites aux États-Unis sur le sujet, entre autres par des chercheurs dans les universités américaines qui sont affiliés au National Bureau of Economic Research. Et puis, il y a quelques études qui ont montré que si on avait le même pattern de formation de couple aujourd'hui qu'il y a 50 ans, en fait, on reviendrait aux mêmes écarts de revenus que 50 ans. En fait, il y a beaucoup d'études qui montrent que 80 à 100 des augmentations d'écart de revenus qu'on semble mesurer seraient dues au fait que les gens, tout simplement, se marient entre gens de même catégorie de revenus. Est-ce qu'il y a une solution à ça en passant? Oui. Formation de couple par loterie. Okay, l'État va organiser une loterie, et puis vous donnez votre nom, et puis toutes les filles donnent leur nom, tous les gars donnent leur nom, et puis ça va être plus compliqué, parce que ça va être les gars avec des gars aussi, puis des filles avec des filles, là, mais il faudra qu'on organise ça. Vous allez donner votre préférence au départ, là, mais pas plus que ça, là. Et puis après ça, une loterie sort, et puis tiens, on vient de trouver votre conjoint ou votre conjointe. Okay? Puis comme ça, bien, il va y avoir une distribution des revenus de couple ou de famille qui va être plus égalitaire, si on veut. Je pense que la plupart des gens ne trouveraient pas que c'est une solution tellement intéressante, en fait. Je vais revenir à la mondialisation après, la technologie, parce que ça, c'est plus économique. Changement de la structure des ménages. Quand on regarde, je vous l'ai déjà dit, quand on regarde les écarts de revenus, les inégalités de revenus de famille, on se rend compte qu'elles ont augmenté depuis 50 ans. Alors, il y a plusieurs phénomènes derrière ça. Je vous ai dit le assortative mating, c'est-à-dire le fait que les gens de revenus semblables forment des couples ensemble, et ça, tout de suite, ça va augmenter les inégalités. Mais il y a d'autres facteurs aussi qui jouent. Entre autres, quand on regarde les couples dans le quintile supérieur de revenus, on se rend compte que, pas les couples, mais les ménages dans le quintile supérieur, il y a beaucoup, beaucoup plus de couples là-dedans. Dans le quintile inférieur, il y a beaucoup plus de monoparentaux. Et puis, évidemment, quand on regarde les revenus par ménage, ça va augmenter les écarts aussi. Mais ce n'est pas nécessairement parce que les individus ont des écarts plus grands. C'est parce que les couples ne sont pas formés. Il n'y a pas de couple. Il y a beaucoup moins de couples dans le quintile, avec des revenus beaucoup plus faibles. Alors, la structure des ménages a changé au cours des années. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Hommes-femmes, maintenant. Il y a des écarts de revenus entre les hommes et les femmes qui diminuent en passant avec les années, mais on est loin d'être rendu à l'égalité. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'injustice ou de l'iniquité? Bien, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le sujet, et puis, mais c'est plus compliqué que de juste regarder des chiffres et dire que la femme, en moyenne, gagne 75 du revenu de l'homme, par exemple.
En fait, quand on voit un peu de façon un petit peu plus microéconomique, on se rend compte que les hommes, en général, travaillent beaucoup plus d'heures que les femmes en cours d'une année. Il y a une différence majeure. Ensuite, pour des raisons biologiques, les femmes à 35 ans ont souvent moins d'expérience que les hommes. Et puis l'expérience, c'est un facteur extrêmement, extrêmement important, parce qu'elles ont des enfants. Okay? Et puis l'expérience, c'est un facteur extrêmement important dans la détermination des revenus. Et puis, il y a des différences majeures dans la dangerosité des emplois qui sont occupés par des hommes et des femmes en moyenne. En fait, si vous regardez les statistiques sur les décès à l'ouvrage, donc pendant le travail, là, vous allez vous rendre compte que même si les femmes représentent presque 50 du marché du travail, en fait, les femmes représentent moins de 5 des décès dans le travail, dans le domaine du travail, des décès directs. Et puis, on sait depuis très longtemps qu'il y a une relation entre la rémunération et puis le fait qu'un emploi soit plus dangereux ou plus dur, ou plus, etc., etc. Alors, il y a plein de facteurs qui jouent. Alors, si on revient maintenant à cette ligne-ci, ici, mondialisation, rendement humain, rendement du capital humain et technologie. Alors, il y a d'autres facteurs qui sont aussi à l'œuvre, qui sont des facteurs plus économiques et qui, eux, on peut les relier directement au capitalisme. Un premier facteur, c'est que la mondialisation a sans doute fait perdre du pouvoir de négociation aux gens qui avaient peu de formation, peu de qualification, mais qui pouvaient avoir un bon salaire quand même parce qu'ils étaient syndiqués et que les marchés intérieurs étaient protégés. Alors, par exemple, vous pouviez travailler dans une usine textile dans le passé et puis faire un salaire relativement bon parce que il y avait du protectionnisme, c'est-à-dire on empêchait les textiles d'entrer de l'extérieur, ou en tout cas, ils entraient avec de fortes taxes, qu'on appelle les tarifs douaniers. Et puis en plus, votre entreprise était syndiquée. Bon, mais l'ouverture des frontières, mais ça a fait que c'est beaucoup plus facile de substituer un T-shirt fait à Montréal pour un T-shirt fait au Pakistan, par exemple, où les salaires sont beaucoup plus faibles. Et puis, il est possible que les gens dans le quintile de revenus plus faibles, qui sont très souvent des gens avec moins de qualifications, ils aient, si on veut, plus perdu quand on a ouvert nos frontières. Et ça, c'est une hypothèse de recherche qui est de plus en plus validée et qui est de plus en plus examinée. La mondialisation a, jusqu'à maintenant, beaucoup moins touché les gens avec de fortes qualifications, tout simplement parce qu'on a toujours, jusqu'à relativement rapidement, on trouvait que c'était plus difficile de remplacer des gens avec de fortes qualifications. C'est de moins en moins le cas en passant. Alors ça, peut-être que c'est un truc qui est en train de se renverser. À titre d'exemple, je suis co-auteur de manuels de micro et de macroéconomie. Je suis très fier de dire qu'on est les champions au Canada en français. Là. On a 65 du marché. Alors, même si les économistes aiment beaucoup la concurrence, ils aiment aussi les monopoles de façon personnelle, là, comme tout le monde. Et on a fait quelque chose de nouveau en 2013-2014 pour la dernière édition. Ma maison d'édition a insisté pour que les épreuves des 2 livres soient faites en Inde plutôt qu'au Canada. Et puis moi, je n'étais pas du tout d'accord parce que j'avais l'impression que plutôt que de faire 3 épreuves pour chacun des chapitres, qu'on serait obligé d'en faire 4 ou 5 parce que ça ne serait pas fait comme du monde, parce que les distances, la langue différente, etc., etc. Et puis mon éditeur m'a dit, écoute, plutôt que de payer 40 $ la page pour les épreuves couleurs au Canada, on paye 14 $ la page pour des épreuves couleurs en Inde. J'ai dit, OK, mais on va signer un autre contrat. Si je fais plus d'épreuves, vous me payez. Et je ne suis pas vrai que je vais être bénévole. Ils ont dit oui. Et puis, le résultat, c'est qu'on a, en bout de ligne, c'est qu'on a eu moins d'épreuves pour chacun des chapitres. Okay? Donc, même les jobs pas mal spécialisés, on est maintenant capable de les impartir à l'étranger. Et puis, donc, ça a un impact. Ça a eu un impact, certainement, pour augmenter les écarts de revenus. Donc, ceci, la mondialisation. Mais c'est peut-être quelque chose qui est en train de se renverser maintenant parce que à peu près toutes les catégories d'emplois maintenant sont substituables à l'étranger. Les technologies maintenant. Mais ça, de façon générale, et encore là, c'était peut-être en train de changer, on s'est rendu compte qu'il était plus facile de remplacer quelqu'un par une machine quand la personne a peu de formation, par exemple, et peu d'expérience, que quelqu'un qui est plus
du côté créatif, par exemple. À titre d'exemple, si on monte le salaire minimum à 15 de l'heure, bien, vous pouvez vous attendre, quand vous allez chez McDonald's, à avoir des écrans tactiles sur lesquels vous passez votre commande vous-même. Okay? Donc, il y a des gens qui ne sont pas si difficiles à remplacer. Puis si la technologie évolue, bien, on va sans doute passer à ça pour beaucoup de choses, mais aussi si les salaires augmentent beaucoup, on va sans doute passer à ça. Donc ça maintient peut-être une certaine pression à la baisse sur les salaires, pour les groupes peut-être les plus vulnérables. Et finalement, le rendement du capital humain. Le capital humain, c'est, si on veut, le résultat de l'investissement que vous faites dans vous-même, en étudiant, par exemple, en apprenant avec votre expérience, etc., etc. C'est ce qu'on appelle du capital humain en économie. Or, ce qu'on semble voir dans la recherche depuis une trentaine d'années, c'est que le rendement du capital humain a augmenté avec les années. En fait, quelqu'un qui a beaucoup de capital humain est capable de capitaliser là-dessus, si on veut, en ayant des revenus beaucoup plus élevés. Puis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de capital humain a plus de difficultés à le faire. Et donc, les écarts ont augmenté. Pourquoi? Il y a toutes sortes de choses derrière ça. Je discutais avec mon père, qui est un mélomane, il y a quelque temps, puis il me rappelait qu'il avait vu à peu près, il habitait Québec. Moi, j'habitais Québec aussi, donc quand j'étais un enfant. Et puis mon père me rappelait qu'il avait vu à peu près tous les grands violonistes de la planète à Québec, dans une petite salle de concert, au cours des années 60 et 70. Parce que les grands violonistes, comment est-ce qu'ils faisaient de l'argent dans ce temps-là? Ils ne devenaient pas millionnaires, mais ils faisaient la tournée des salles de spectacle. Puis ils se ramassaient souvent dans des salles de spectacle de 300, 400, 500 personnes, dans toutes sortes de bleds. Puis c'est comme ça qu'ils faisaient leur argent. Puis ça veut dire qu'ils faisaient, mettons, 300 concerts par année. Et ils travaillaient fort. Maintenant, si vous êtes le meilleur violoniste au monde, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites 300 concerts par année? Non, vos disques sont sur iTunes. Et puis, à chaque fois que quelqu'un télécharge une plage de votre disque, c'est 99 cents qui viennent de rentrer. Sans coût de produire le disque, et etc., etc., etc. Et puis, qu'est-ce que les gens veulent? Bien, les gens, ils ne veulent pas le 15e meilleur violoniste au monde. Ils veulent le meilleur violoniste au monde. Et puis, il est possible que le meilleur violoniste au monde, maintenant, il soit écouté par 1 million de fois plus de personnes que le 15e violoniste au monde. Alors qu'il y a 60 ans, bien, les gens écoutaient surtout des concerts live, et puis le meilleur puis le 15e, il était vu par le même nombre de personnes, puis ils vendaient après leurs billets au même prix. Ça, c'est ce qu'on appelle l'économique des superstars en anglais. Et puis, ce que ça veut dire, c'est qu'on s'attendrait à ce que les gens qui ont des talents spéciaux, qui sont meilleurs que les autres, bien, ils ne fassent pas un peu plus d'argent que les autres, mais beaucoup, beaucoup plus d'argent que les autres. Ça, c'est quelque chose qui est purement technologique et économique aussi. Est-ce que vous comprenez un peu le phénomène? OK. Tiens, par exemple, Tory Mitchell, je l'aime bien, il a beaucoup de cœur, mais il est remplaçable par à peu près 50 joueurs de talent égal dans la Ligue nationale. Mais Piquet Souban et Carey Price ne sont pas remplaçables bien. OK? Alors, laissez le marché fonctionner. Et puis, Tory Mitchell, il n'y aura pas un gros salaire, mais les autres, on va se battre pour avoir leur service. Ils vont avoir un gros salaire, eux autres. Alors donc, si on fait le tour des facteurs qui peuvent avoir un impact sur les inégalités de revenus, on se rend compte qu'il y a des facteurs économiques, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup de facteurs sociaux aussi derrière ça et de facteurs reliés à des choix que les gens font. J'ai encore combien de temps? 5 minutes à peu près? 5-10 minutes, parce que je voudrais quand même garder du temps pour les questions. OK. On va souvent dire que les gouvernements ont un rôle à jouer dans la réduction des inégalités de revenus. C'est vrai. Entre autres, quand on compare les revenus bruts avec les revenus nets d'impôts et de transferts, on se rend compte que les inégalités sont beaucoup plus faibles une fois que le gouvernement est passé. Parce qu'il enlève beaucoup plus d'argent aux plus riches. Et puis, les plus pauvres, eux autres, bien, ils ne payent pas beaucoup d'impôts, puis ils reçoivent des transferts en plus. Alors, donc, les écarts devraient diminuer. Mais les gouvernements sont aussi à l'œuvre pour, par toutes sortes de réglementations, augmenter les écarts de revenus entre les personnes. Et puis, on pourrait donner quelques exemples. La gestion de l'offre en agriculture, par exemple. Alors, vous savez peut-être ou peut-être pas que le lait le plus cher sur la planète est ici, et de loin. En fait, il y a un cartel légal des producteurs de lait qui existe, qu'on appelle la gestion de l'offre. Et pour produire du lait, bien, vous devez avoir un papier qui vous permet de produire du lait, et puis avec une quantité qui est écrite sur le papier. C'est ce qu'on appelle un quota. Et puis, on a limité les quotas
pour que l'offre soit relativement faible. Et puis, si on a une demande puis une offre qui, elle, est faible, mais le prix va être élevé. Alors donc, on a sciemment, dans les années 60, créé un système pour faire monter le prix du lait. Mais ça a un impact majeur, parce que si vous achetez un litre de lait aujourd'hui et que vous le payez 1 $ plus cher que ce que vous pourriez payer si le marché était libre, sans ces quotas-là, bien, une famille avec 2 enfants, puis vous consommez, je ne sais pas, 800 litres de lait par année, puis c'est pas beaucoup, 800 litres de lait par année, bien, pour que si vous avez 2 enfants, par exemple, pas très vieux, ça veut dire 2 litres de lait par jour à peu près, ou un peu plus, ça, bien, ça a l'air de rien, mais ça vient nous coûter 800 $ par année. Okay? Ça touche beaucoup des gens dans les catégories de revenus plus faibles. Ça ne touchera pas quelqu'un qui est millionnaire, il ne sera pas touché bien par le prix du lait. Mais quelqu'un qui a une famille et qui a des revenus modestes, là, il est touché beaucoup plus par ça. Et puis, on pourrait ajouter ça, on pourrait ajouter plein d'autres facteurs. Le cartel qui existe dans le domaine du taxi, par exemple, fait en sorte que les gens qui font de l'argent dans le taxi, c'est les gens qui possèdent un permis de taxi, le médaillon de taxi. Et puis, les gens qui conduisent les voitures sont très souvent des gens qui sont exploités, tout simplement. Ils sont obligés de donner à peu près la moitié de leur paye à la personne qui a le médaillon de taxi juste pour louer le permis de taxi. Et on pourrait en ajouter comme ça. OK. Peut-être un ou deux derniers points avant de terminer. Je pense que derrière le débat sur les inégalités de revenus, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Les gens vont se choquer facilement du revenu en apprenant le revenu d'un PDG d'une compagnie financière. Mais j'ai rarement entendu des gens se plaindre du salaire de Piquet Souban ou du revenu de Céline Dion, qui possède des... j'ai vu des chiffres, ça a fait 200 millions par année à peu près, Céline Dion. Okay. Ou encore Steve Jobs, qui est devenu multimilliardaire. C'est le cofondateur de Apple. En fait, si vous avez des smartphones, là, c'est grâce à Steve Jobs, entre autres. Mais en fait, dans le débat sur Occupy, je n'ai pas entendu de gens se plaindre de ça. En fait, ça semble être beaucoup, beaucoup plus relié au domaine d'activité dans lequel les gens travaillent qu'autre chose. Et puis, un PDG qui apporte de la valeur additionnelle à ses actionnaires en ayant des bonnes idées et en gérant bien la compagnie, bien, il remplit un peu le rôle de Piquet Souban, qui apporte de la valeur supplémentaire à Geoff Molson en aidant le Canadien à gagner plus de matchs, puis en se rendant plus loin des éliminatoires, etc., etc. Alors, ils sont en train de faire la même chose, dans les faits. À cet égard-là, il y a beaucoup, beaucoup de démagogie dans le débat, je pense. Et puis, entre autres, je me souviens de Robert Reich, qui a fait beaucoup, beaucoup de millages sur un article qu'il a écrit. C'est l'ancien secrétaire au travail sous Bill Clinton. Et puis, il est professeur à Berkeley maintenant, je pense. Et puis, il a comparé le salaire moyen des 50 PDG les mieux payés aux États-Unis avec le salaire moyen des simples travailleurs aux États-Unis. Puis, il arrivait à des chiffres du type, les 50 PDG les mieux payés on reçoit 250 fois plus que le travailleur moyen aux États-Unis. Mais pourquoi les 50 PDG les mieux payés? Pourquoi pas tous les PDG aux États-Unis? Comparons les PDG avec... bien, le PDG aux États-Unis, en moyenne, les 50 les plus payés, ils gagnent des millions par année en moyenne, mais le PDG en moyenne aux États-Unis, il gagne 178 000 $ par année. Et, la plupart, en fait, ne gagnent pas tant d'argent que ça. Et puis, ça, c'est démagogique aussi. Robert Reich lui-même gagne plus que ça. Okay? Et puis, je pourrais faire la même tentative que Robert Reich en disant, bien, comparons la moyenne des PDG aux États-Unis avec les 50 simples travailleurs les mieux payés aux États-Unis. Mais dans les simples travailleurs aux États-Unis, vous auriez des joueurs de hockey, de basketball, de baseball. Vous en auriez un paquet là, comme ça. Là. Puis vous vous rendriez compte qu'eux autres ont des revenus très, très, très élevés. En fait, dans une économie de marché, on monnaie ce que l'on vaut. Et puis, si on a des revenus élevés, ça se peut que ce soit parce qu'on est malhonnête. Il y en a. Ça se peut que ce soit parce qu'on jouit d'une position de monopole qui est plutôt inéquitable et injuste, parce que le gouvernement nous a donné un monopole dans quelque chose. Mais ça se peut aussi que ce soit parce qu'on produit beaucoup, beaucoup de valeur. On fait une production qui a une grande, grande valeur, puis d'où les revenus beaucoup plus élevés. Et je pense qu'il faut toujours garder ça en tête quand on parle d'inégalité de revenus. Alors, pour conclure,
Alors, vous voyez, je ne vous ai pas apporté de réponse à vos questions, je suis certain, là. J'ai soulevé, en fait, des questions. Les vrais problèmes, à mon avis, ce n'est pas tant les écarts de revenus entre les revenus plus élevés et les revenus moins élevés, mais c'est beaucoup plus les questions suivantes. Est-ce que la mobilité sociale augmente ou est-ce qu'elle diminue? La mobilité sociale, ça serait le fait que si vous êtes dans une classe de revenus faible, est-ce que vous êtes confiné à cette classe de revenus-là au cours de votre vie ou pas? Ou est-ce que vous pouvez vous déplacer? Alors, s'il n'y a pas de mobilité sociale, à mon avis, ça, c'est beaucoup plus inquiétant qu'autrement. Et c'est probablement pour ça que, en fait, les gens, jusqu'à récemment, les gens ne chialaient pas beaucoup des inégalités de revenus parce qu'ils avaient l'impression qu'ils n'étaient pas confinés à un revenu faible s'ils avaient un revenu faible. Je vais vous donner un petit chiffre par rapport à ça aussi. L'autre problème qui est très important, à mon avis, c'est celui de la pauvreté. On devrait se focusser beaucoup, beaucoup plus sur l'élimination de la pauvreté et l'augmentation des revenus des gens les plus faibles que sur le scandale des gens qui ont des revenus élevés. Comme je vous le rappelle, ce n'est pas un jeu à somme nulle. Ce n'est pas en prenant de l'argent aux plus riches et en le donnant aux plus pauvres que vous allez régler le problème. En fait, il faut s'arranger pour que les plus pauvres aient plus de revenus. Et puis, la grande question, je pense qu'il faut se poser, c'est est-ce que les gens font face aux mêmes opportunités? Ou est-ce que si vous naissez à un certain lieu, dans une certaine famille, vous avez des opportunités plus grandes que si vous naissez autrement dans la société? Et à mon avis, ça, c'est les grands problèmes. Autrement dit, si on veut vraiment être juste, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas les inégalités de revenus, mais il faut focusser sur l'aide pour s'assurer que les gens qui naissent dans des familles plus pauvres, ils aient les mêmes chances que les autres dans la société. Et ça veut dire de l'aide aux devoirs pour les gens dans les quartiers plus défavorisés. Ça veut dire des bourses aux étudiants généreuses pour les gens qui poursuivent leurs études et qui proviennent de milieux favorisés. Alors, il faut faire le plus de choses possibles pour contrer les problèmes d'immobilisme social, si on veut. Et est-ce que ça empire? Bien, on voit des chiffres qui empirent sur les inégalités de revenus, mais je vous propose d'autres chiffres. Alors, sur des périodes de 6 ans, 1993, 98, 96, 2001, etc., on s'en va de plus en plus vers chez nous. Donc, on part du passé, on s'en vient vers chez nous. Alors, vous avez le pourcentage de personnes qui sont classées comme ayant un faible revenu au Canada. Alors, ce que vous voyez ici, en premier, c'est les personnes qui ont passé une année seulement dans la catégorie des faibles revenus au cours des 6 années de chacune des périodes. Et ce qu'on constate, c'est que le pourcentage de gens qui demeurent dans le groupe pauvre pendant juste un an, il est en train d'augmenter. Ça veut dire que les autres années, bien, ils ne sont plus là. Okay? Ils ont amélioré leur sort. Puis, juste à côté, le pourcentage de gens qui ont passé les 6 années dans le groupe des plus faibles, le quintile le plus faible, bien, on est passé de 15 à 10 à peu près de ce groupe-là. Alors, la pauvreté, ce n'est pas quelque chose d'immuable, c'est quelque chose de passager pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans la société, pour la majorité des gens dans la société. Et c'est sur ça qu'il faut travailler, c'est-à-dire le fait que quelqu'un peut avoir un épisode de pauvreté dans sa vie, mais il n'est pas là tout le temps. En passant, vous êtes, vous autres, officiellement, si vous habitez en appartement, vous formez votre propre ménage, vous êtes dans la catégorie des pauvres. Okay? Et puis, j'ai l'impression que vous n'y serez pas tout le temps. Et c'est comme ça pour beaucoup de gens. Et puis, au niveau de la mobilité sociale, bien, le Canada, dans la plupart des études, se classe très, très bien. Beaucoup mieux que la France, par exemple, beaucoup mieux que les États-Unis et que plein d'autres pays. C'est bon? OK. Alors, c'est ça. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop mêlé. Alors, si vous attendez des réponses, j'en avais pas à donner. C'est un problème trop complexe pour apporter une réponse simple, en fait. Et le problème des inégalités de revenus, je pense que c'est un problème qui taraude les gens, qui préoccupe les gens, il n'y a aucun doute. Mais je pense qu'il faut être lucide puis regarder les raisons pour lesquelles les inégalités de revenus, les choix que les gens font, les raisons sociales, les raisons économiques, et aussi ne pas penser qu'il y a une solution simple à un problème très complexe.